BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis aussi le chef d'orchestre de la rubrique livre à Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le président... Et oui, et le critique attitré de la Société d'économie politique. Président, il ne sera pas toujours. Critique, il le restera. C'est une place à vie, ça, Jean-Marc. À la Société d'économie politique. Un seul livre au programme, messieurs, que vous avez choisi. L'histoire économique de la France, de Charles Serfati, aux éditions Passé Composé. Christian Chavagneux, allez, un commentaire global sur le livre, une impression générale. Quel culot. Un jeune économiste d'une trentaine d'années qui se lance dans une histoire économique de la Gaule à nos jours, en plus tout seul, dans un pays où on a quand même une grosse communauté d'historiens économistes, d'économistes historiens. Alors, je ne sais pas si c'est du culot ou de l'hubris, mais en tout cas, chapeau pour avoir tenté ce truc absolument que généralement, c'est Jean-Marc qui aurait pu le faire. C'est un truc pour retraiter, ça. Mais peut-être qu'il s'est dit, j'ai quelque chose à apporter, j'ai quelque chose à dire, qui n'a pas été dit, Jean-Marc Daniel. Oui, je rejoins. Alors, pas quel culot, quelle audace, parce qu'il il a plus essayé d'être positif. Dans le culot, il y a quelque chose d'assez négatif. Le résultat, effectivement, c'est audacieux et ça relève peut-être un peu du culot, parce que le résultat, il y a des moments où on se dit, il y a beaucoup de digressions, il y a des choses qui ont bizarrement disparu, il y a des choses qui sont apparues, là, on ne sait pas très bien quel rôle on veut leur faire jouer. Ce qui est intéressant, c'est le titre. C'est pas une histoire de l'économie française, c'est une histoire économique de la France. Ouais. Et donc, je trouve que là, l'éditeur a été assez habile dans le choix du titre, parce que il y a effectivement beaucoup de choses, il y en apprend beaucoup de choses. Ouais. Il y a des portraits qui sont très bien menés, et puis il y a des moments où on se dit, mais il n'a pas parlé de ça, et pourquoi il ne parle pas de ça? Et en plus, quelqu'un de la Banque de France, il y a des moments où on se dit, mais la monnaie, ça ne l'intéresse pas? C'est assez curieux. Histoire économique de la France, alors si on reprend les grands classiques, il y avait le Asselin, Jean-Charles Asselin, qui s'appelait Histoire économique de la France, lui aussi. Alors Christian, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Qu'est-ce qui m'a plu ? D'abord, c'est l'effort de synthèse. C'est absolument... Parce qu'il y a vraiment une très vaste littérature économique qui est synthétisée là. Et moi, je suis comme Jean-Marc, j'aime bien l'histoire économique. Il y a des choses que j'avais vues, mais je n'ai jamais couvert toute cette période-là. Donc forcément, quand vous ouvrez ce livre, forcément, vous apprenez des choses. 2-3 anecdotes. Moi, Saint-Éloi, on connaît tous le bon roi Dagobert. Moi, je ne savais pas que Saint-Éloi, c'était le ministre des Finances de Dagobert et qu'il avait fait des choses. Est-ce que vous connaissez Thomas Brichard ? Non. Thomas Brichard, j'ai découvert ce personnage important puisque c'est le premier, c'est un maître des monnaies, c'est le premier qui va dire au roi, en l'occurrence Philippe le Bel, vous savez, on peut gagner beaucoup d'argent, vous pouvez, vous le roi, gagner beaucoup d'argent en enlevant du métal, mais en gardant la même valeur faciale de votre monnaie, mais en diminuant le poids d'or ou d'argent, vous allez gagner la différence. Ben voilà, j'apprends que Thomas Brichard est le premier peut-être maître des monnaies qui a dit au roi qu'on pouvait faire ça. Sully, on connaît labourage et pâturage, sont les deux mêmes manières. Ce qu'on sait moins, c'est que Sully, il a répudié la dette française. Alors, bon, ça, moi, je le savais, mais quelles conséquences ? Et là, l'auteur nous dit 10 points de base de spread par rapport aux meilleurs emprunteurs européens, le fait que Sully répudie la dette. On avait vu déjà avec Jean-Marc le bouquin de Francis Démier sur le 19e siècle et sur la bataille entre elles. Et là, il nous rappelle quand même le rôle clé 1786 du traité Éden-Rhénal, traité de libre-échange avec l'Angleterre qui va massacrer l'industrie française parce que les Anglais sont haut de gamme et nous, on est complètement pourris. Ce traité de libre-échange va continuer. Voilà. Il y a plein d'anecdotes, plein de choses. Donc forcément, dans cette synthèse magistrale, plutôt bien faite, forcément, on apprend des choses. Jean-Marc Daniel. Oui, je suis assez d'accord avec le fait qu'on apprend des choses. Il y a quand même, c'est beaucoup de la seconde main. D'ailleurs, il y a une bibliographie que de la seconde main. Il n'est pas allé dans les archives, il n'est pas allé voir. Et donc, il rend hommage aussi à un certain nombre d'auteurs. Certains, il est démoli, comme Duby. Il démolit Duby. Le mec n'a rien compris. Pof, comme ça. Pof, en 2 ou 3 coups de cuillère à peau, il démolit Duby. Et alors, je me suis dit, à partir du moment où on est en seconde main, c'est les 150 ans de la mort de Michelet, il aurait pu faire du Michelet. Il y a un peu une tentative de Michelet. Il y a quand même des imparfaits du subjonctif, il y a quelques facilités de style. Il y a quand même 3 idées que je trouve intéressantes. La première, c'est que ce qui a fait la force de la France, c'est sa géographie.
C'est-à-dire que la France, c'est à la fois l'Atlantique et la Méditerranée, et au fur et à mesure que le monde a basculé, la France était toujours là. Elle a commencé sur un axe à l'époque romaine entre Marseille, Lyon, Trèves, et puis ensuite, avec le basculement vers l'Atlantique, c'était Bordeaux, Nantes, Rouen. Alors, elle n'a pas toujours tiré profit de ça, mais elle avait un atout géographique. Le deuxième, c'est qu'elle avait un atout humain, avec le fait qu'elle a toujours été beaucoup plus nombreuse jusqu'au 19e siècle que les autres pays. Et la troisième idée que j'ai trouvée assez intéressante, c'est le fait qu'effectivement, dans la Révolution française, qu'on critique beaucoup, la Révolution française a fait pas mal de dégâts, mais surtout, elle a permis, au travers de l'opération des biens nationaux, de sortir des terres qui étaient entre les mains de l'Église, qui étaient totalement mal utilisées, mal cultivées. Elle les a données à des gens qui se sont mis à les rentabiliser. Et alors, il dit, ça fait que la France, finalement, s'est spécialisée sur le plan agricole. Et lui, il dit, c'était pas forcément une mauvaise idée pour un pays qui n'avait pas de charbon de se spécialiser dans l'agriculture. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, mais je trouve que la façon dont il argumente le truc est assez bien menée. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des idées nouvelles? Mais vous sentez qu'il était porté par quelle, quelle motivation? Est-ce qu'il avait une vision qui était différente? On a cité Jean-Charles Asselin, mais il y a eu François Caron, Ernest Labrousse, Fernand Braudel, etc. Est-ce qu'il y a un propos, en fait, dans ce livre? Non, et moi, c'est la critique la plus forte. C'est que tout ça, pourquoi? C'est quoi la thèse? On a quand même l'école des annales, l'école de la régulation. Plein de jeunes économistes, historiens aujourd'hui qui se réapproprient la dynamique du capitalisme et qui essaient de l'expliquer. Là, la thèse du bouquin, c'est il n'y en a pas. Il n'y a pas de thèse du bouquin. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un jeune économiste formé. Je pense que c'est dû à sa formation. Parce qu'aujourd'hui, quand on forme des jeunes économistes, on forme des experts. Et donc là, c'est un bon élève. Il a fait toutes les bonnes écoles. Et sa thèse avec Daniel Cohen, MIT et tout ce que vous voulez. Il a fait toutes les bonnes écoles. Mais le bon élève a fait des synthèses de bon élève. C'est-à-dire que vous avez sûrement tout ce qu'il faut lire sur tel et tel sujet. Bon, évidemment, quand vous traitez un peu plus de 2000 ans d'histoire en 400 pages, dès que vous connaissez un peu le sujet, vous êtes frustré. Parce que vous dites, mais il n'a pas parlé de ça, mais il n'a pas parlé de ça, mais il n'a pas parlé de ça. Quand vous ne connaissez pas le sujet, c'est une bonne introduction. Et puis surtout, c'est quand même une histoire économique de la France. Et l'économie, pour lui, n'est que l'État. Quand est-ce que l'État va réussir à prélever des impôts? Combien l'État va dépenser? Les acteurs privés, les entreprises, il n'y en a pratiquement pas une seule dans tout le bouquin. Sur 450 pages de bouquin, il n'y a pas un entrepreneur qui est cité. Il y a Jacques Coeur qui est cité comme ça à 3 lignes ici ou là, mais sinon il n'y a pas un entrepreneur, pas une entreprise. Pour une histoire économique de la France, il manque quand même des gros acteurs. Donc voilà, moi je pense que c'est ma critique principale. Bon, on est frustré parce qu'en 450 pages, mais bon, si c'est déjà quand même 450 pages, il faut se les enfiler. Dommage qu'il n'y ait pas d'entreprise et d'acteurs privés, et surtout qu'il n'y ait pas de thèse, que ce soit juste une synthèse, une succession de synthèses sur plein de sujets. Et franchement, dès qu'on connaît un peu un sujet, on se dit mince, non, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Mais c'est la règle du jeu de la synthèse. Jean-Marc Daniel. Oui, je partage pas mal l'opinion de Christian. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'il se perd dans des détails. Il y a un portrait de Charles VIII où il nous explique qu'il est mort en se fracassant la tête sur un linteau dans une porte en bois. C'est un classique. Et oui, c'est un classique, on le sait. C'est peut-être pas la peine de... Et puis, il manque des statistiques. Même pour la période la plus récente, qu'il n'est pas exactement le PIB sous Charlemagne, je comprends. Mais il a le PIB quand même depuis, grosso modo, au moins 1945, il n'y a pas une statistique, il n'y a pas un tableau, il y a deux ou trois figures, il y a 2 ou 3 graphiques, mais il n'y a pas de même. Encore une fois, les problèmes monétaires sont relativement absents. On n'entend jamais parler du SME, un peu de Maastricht, mais bon, on n'entend pas parler de ça. Et là où je rejoins encore une fois Christian, c'est que c'est l'État, les impôts, la géographie, mais alors bon, il dit bon, le paysan, mais la vie quotidienne du Français. À un moment donné, il explique pourquoi Lyon joue un grand rôle, mais on voit pas Lyon en fait. Oui, on voit pas. C'est 2 paragraphes. Alors que quand Lyon est au cœur du commerce mondial, il y a tellement de choses à raconter. Et donc il en ressort quelque chose d'assez confus et d'assez décevant en fait. Oui, mais alors là, si je vous écoute, évidemment, à 1000 pages, ça aurait pu non, mais faire l'affaire. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à cette concision quand même? Mais c'est pas vraiment concis. C'est là que je ferai un reproche à l'éditeur. Il avait bien commencé en choisissant le titre, l'éditeur. Le problème, c'est qu'il lui a pas... Il rend hommage à son éditeur, d'ailleurs, à la fin. Évidemment, il rend hommage à sa femme, à ses enfants, à sa fille qui vient de naître, etc. Et à son éditeur. Moi, j'aurais été l'éditeur, j'aurais dit ce que vient de dire Christian. Quelle est votre thèse? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut nous parler de la mort de Charles VIII? Est-ce
qu'il faut nous dire que Henri III était un salaud? Est-ce qu'il faut nous expliquer que Duby est un incapable? Oui, c'est ça. Voilà, déjà, ça, rien que ça, c'était une approche. Voilà. Bon. Mais non, mais démontrez-le. Et si vous avez une thèse, suivez-la depuis la Gaule jusqu'à Mitterrand, enfin jusqu'à aujourd'hui. Christian. Oui, pareil, moi c'est ça qui m'a gêné. Je me suis dit, un jeune économiste trentenaire, qu'est-ce qu'il va nous démontrer? Surtout qu'il y a quand même des gros débats aujourd'hui. Et dans sa génération, il y a beaucoup d'économistes historiens, parce qu'ils sont revenus à l'étude du thème du capitalisme qui avait été mis de côté. On sait que l'école des Annales était partie sur l'histoire des mentalités avec Michel Vauvel, avec l'histoire culturelle. Quand on regarde le bicentenaire de la Révolution française, par exemple, où il n'y a pas la partie consacrée à l'économie est toute petite là, on a un jeune auteur qui nous dit l'économie c'est important, vous voulez faire l'histoire de la France, il faut faire l'histoire économique de la France pour la comprendre. Et voilà, on se retrouve, je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc, avec zéro thèse. Quand même, l'école de la régulation, l'école des Annales qui est là, mais évidemment plein d'auteurs cités. On a une vraie tradition économique française de réflexion sur on pense qu'on en veut. On prend les uns, on prend les autres, on prend les auteurs qu'on veut. Mais il y a une vraie tradition française de réflexion sur la dynamique, sur le long terme, sur la longue durée. Et là, on se retrouve, juste comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un expert qui nous fait de belles synthèses. Oui, mais qui souvent, d'ailleurs, ce que vous dites, ce genre de livre, c'est plutôt des ouvrages collectifs en général. En plus, parce qu'on a plein de spécialistes des différentes périodes. Non, alors la seule chose sur laquelle je veux dire un élément très positif, c'est qu'il fait un portrait de Colbert, j'étais presque convaincu. Colbert, qui était un défenseur de la liberté du commerce. Il le redit là, mais c'est pas l'image qu'on a trahi les ultralibéraux comme Jean-Marc Daniel. La véritable image. J'étais presque convaincu. Je dis bien presque. Mais c'est vrai. Bon, Christian était au moins convaincu. Merci. Est-ce que tu as été convaincu par le portrait de Turgot? Évidemment. C'est-à-dire. Mais non, justement, Turgot ne s'en sort pas très bien. D'accord. C'est pour ça que Christian était convaincu. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve nos chroniqueurs Marjorie Adelson et puis Benaouda Abdelhaim, bien sûr. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, journaliste à la rédaction de BFM Business, qu'on est ravi d'accueillir comme bibliothécaire. Marjorie, vous avez choisi un livre. Alors, donc Christian Chavagneux, vous avez brièvement parlé une fois en fin d'émission dans la dernière minute et qui a retenu notre attention. Et vous allez voir, ça vaut le coup, c'est Histoire des épices au Moyen-Âge, Marjorie. Oui, et comme son nom l'indique, ça parle d'histoire et d'épices, mais pas que. On est vraiment en fait à la croisée entre la géopolitique, l'économie et la cuisine, bien sûr. Alors aujourd'hui, les épices, elles servent surtout à relever nos plats, mais à l'époque, c'était des produits de riches, d'opulence, et c'est ce que montre justement l'auteur Michel Ballard. Alors justement, Marjorie, dites-nous quelques mots sur Michel Ballard. Il est professeur d'histoire en fait à Paris-Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste du Moyen-Âge et c'est aussi un ancien membre de l'école française de Rome. On lui doit notamment une quarantaine d'ouvrages sur le lien entre monde latin et monde byzantin. Alors, ce qui montre bien, c'est le côté exceptionnel des épices à l'époque. C'est-à-dire qu'avoir des épices sur sa table, c'était vraiment le must absolu, quoi. Exactement, que ce soit le clou de girofle, la cannelle, le gingembre, c'était aussi un symbole de bonheur. Et on pensait même, figurez-vous, que jusqu'au Xe siècle, que les épices descendaient directement du paradis. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que ça servait à tout. Oui, en fait, les usages étaient vraiment multiples. En fait, c'était pour des médicaments, pour la teinture, pour la conservation, même pour le parfum. Par exemple, si on prend l'exemple du poivre, c'était utile pour la conservation de la viande notamment, mais c'était aussi utilisé comme remède contre l'atout ou encore l'asthme. Autre exemple, par exemple, la myrrhe, qui est une sorte de résine originaire du Yémen. Elle permettait d'embaumer les corps et elle était aussi utilisée en parfumerie grâce à son odeur de fruits. Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est la place que tenaient les épices dans le monde de l'époque, au Moyen-Âge, mais c'est surtout qu'on voit à quel point, finalement, les épices ont dessiné
finalement la géopolitique et l'économie de l'époque, la mondialisation. Exactement, parce qu'il fallait aller les chercher, ces épices, il fallait aller créer des routes. Et on peut dire un petit peu que justement, cette espèce de quête, c'était un peu l'ancêtre de la mondialisation. Alors dans un premier temps, ce sont les Arabes et les Mongols qui approvisionnaient l'Occident. Pendant longtemps, c'était Alexandrie, en Égypte, qui était le comptoir principal avec des produits venus d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, l'une des motivations des grands explorateurs, c'était justement les épices. Ils en ont eu marre de passer par les marchands étrangers et ils ont donc choisi de créer les routes pour s'y rendre eux-mêmes. C'est le cas de Marco Polo, par exemple, mais aussi de Vasco de Gama. Alors, ce qui montre aussi, c'est tout l'écosystème qu'il y a. C'est pas que les bateaux, les explorateurs et les épices. Exactement. Le système a dû complètement s'adapter. Par exemple, les cales de navires, elles ont dû être modifiées pour pouvoir transporter ces épices sans être abîmées. Et puis, il y avait un peu, comme au CAC 40, un peu aujourd'hui, tout un système de spéculation autour des épices les plus recherchées. Les prix variaient en fonction de l'arrivée des bateaux, de si les bateaux avaient croisé des pirates ou encore des politiques fiscales qui étaient appliquées par les pays qui avaient justement ces fameuses épices. Marjorie Adelson qui nous a donc présenté cette histoire des épices au Moyen-Âge. Et on continue de voyager, mais à notre époque, avec Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotter. Vous allez découvrir sa moisson d'études glanées dans le monde entier. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on démarre notre tour du monde, le premier de l'année, avec l'économie palestinienne de Jérusalem face à l'occupation israélienne. Alors c'est un travail d'évaluation sorti il y a quelques jours seulement par le MAS, c'est l'Institut de recherche sur la politique économique de la Palestine qui est basé à Ramallah. C'est un travail qui est financé par le Fonds arabe de développement économique et social. Alors, ces économistes concentrent leurs propos sur Jérusalem-Est, intramuros, la partie palestinienne donc de la ville, la description d'un nouvel effondrement depuis que la guerre a éclaté avec les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Leur thèse est que l'État israélien ne fait en fait qu'accélérer l'exécution de plans destinés à briser la résilience des habitants en combinant un recours à la force armée et un recours au système judiciaire israélien. Le résultat, selon les auteurs, est que la dépendance à l'activité israélienne va encore s'accroître dans les mois à venir. La capacité à faire émerger ou bien maintenir des alternatives locales de marché va être entamée, ce qui va amoindrir, disent-ils, le degré d'autosuffisance de Jérusalem-Est et de ses 311 000 habitants. Les matières premières pour les petits ateliers industriels ne rentrent plus. La main-d'œuvre dans la construction ne peut plus circuler. Autre activité très affectée, celle du tourisme, qui représente, nous disent-ils, autour de 40% des revenus de la ville. Le taux d'occupation des hôtels s'effondre, les faillites se profilent en nombre. Or, déjà en 2017, il y avait 1480 chambres de dénombrées. En 2021, il n'y en a plus que 763. Ah ouais. Et ça, on s'achemine encore en dessous. En conséquence globale, les recettes budgétaires disparaissent, ce qui immanquablement accroît le délabrement des services publics locaux de la ville. Or, les données sur l'endettement du secteur hospitalier, par exemple, se trouvaient déjà à un niveau particulièrement élevé. Les établissements scolaires également ont de plus en plus de mal à fonctionner au jour le jour. Le constat étant que nombre d'élèves et d'étudiants préfèrent renoncer. Ils deviennent ainsi des travailleurs sans qualification ou au chômage, avec, je cite encore, des risques sociaux considérables auxquels cette jeunesse de Jérusalem-Est est toujours davantage exposée. Avec les perturbations du trafic maritime dans la mer Rouge, Benaouda, on revient sur l'importance du canal de Suez pour les flux énergétiques mondiaux. Oui, effectivement, on a à l'esprit cette période de très forte tension en mer Rouge et en mer d'Arabie, avec les frappes de la rébellion yéménite Houthi visant certains navires commerciaux. D'où, en effet, l'intérêt de revenir dans un travail de mise en perspective, de recherche sur de précédentes périodes de perturbation autour de cette voie de transit pour 40% du commerce maritime mondial. Deux chercheurs saoudiens du centre Capsarc, qui se trouve à Riyad, nous apportent ici un nouvel éclairage sur ce qui s'est déroulé au début du printemps 2021. Souvenez-vous, c'était l'accident d'un immense porte-conteneur qui avait dévié de sa trajectoire et qui s'était retrouvé coincé dans une section à voie unique du canal de Suez. C'était la première fois, nous rappelle-t-il, que l'infrastructure fermait durant toute une semaine en raison d'un événement qui ne relevait pas d'un conflit. Mais le résultat est le même.
Raïd Mesnir et son co-auteur expliquent en détail comment cet échouage a encore exacerbé alors le chaos des chaînes d'approvisionnement du fait des confinements en période de pandémie. L'évaluation avancée des dégâts commerciaux à cause de l'Ever Given, c'est le nom du bateau, 400 millions de dollars. Pratiquement 90 tankers transportant du pétrole, du gaz naturel liquéfié sont restés bloqués dans un sens ou dans l'autre. Pour certains pays européens, et on le voit en détail, c'est intéressant, la Grèce en premier lieu, mais aussi les Pays-Bas, la France, l'Italie, ça a pesé, montant à l'appui. Et c'est là que les alternatives terrestres et maritimes possibles sont étudiées en détail dans ce document saoudien. Et aucun, selon les auteurs, n'offre la même flexibilité, le même rapport coût-efficacité et les mêmes avantages opérationnels et logistiques que le canal de Suez. Il est irremplaçable, d'où, selon ces deux chercheurs, la nécessité pour ce qui concerne les flux énergétiques en particulier, de s'assurer que cette infrastructure égyptienne vitale bénéficie de toutes les améliorations techniques requises pour le bien du commerce mondial. Alors, tout autre sujet, Benahouda, mais nous sommes à l'orée d'une année extrêmement sportive. On revient sur la VAR, la vérification vidéo des faits de jeu. En fait, alors, est-ce que la VAR atténue ou pas la partialité de l'arbitre de football professionnel? C'est une recherche économique, scientifique, par deux économistes universitaires, l'un brésilien, l'autre russe, qui est à Saint-Pétersbourg. Et ils s'interrogent ensemble à partir de 2279 matchs joués en Ligue brésilienne entre 2016 et 2021, la première ligue. Alors, 3 saisons avant donc, et 3 saisons après l'introduction de cette technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui fait tant parler. Et c'est de la sorte qu'ils ont été en mesure de déterminer, encore une fois scientifiquement, un paramètre de partialité dans la prise de décision censée par nature être impartiale, celle de l'arbitre. On dépasse donc le seul cadre d'une activité sportive professionnelle. La machine objective en soi, a priori, est censée effacer le biais de l'injustice. Tadeu Gasparetto et Kirill Loktionov démontrent ici qu'elle perdure malgré tout, même si elle diminue. On passera sur toute la partie historique qui amène à la VAR. Les amateurs du sujet pourront aussi se référer à la méthodologie en fonction des critères et incidents de jeu modélisés par ces deux économistes. L'outil technologique, quoi qu'il en soit, a amené à ce que l'équipe visiteuse, celle qui est a priori la plus vulnérable, se soit vue en moyenne attribuer moins de cartons jaunes, ce qui peut être interprété comme une imperméabilité accrue à la pression dans le jugement de l'arbitre. Mais lorsqu'il s'agit du carton rouge, c'est-à-dire de l'exclusion d'un joueur qui est amené par la vidéo et qui amène en quelque sorte l'impondérable de la partialité, alors on revient au même niveau supposé de partialité. Le VAR agit aussi comme un outil de renforcement, nous disent-ils, de l'expérience de l'arbitre dans sa prise de décision. Plus il est expérimenté, mieux il maîtrise l'instrument. Pour les auteurs, il y a toutefois une inconnue. Ils expliquent que leur modèle économétrique ne permet pas d'identifier les raisons pour lesquelles le biais, la partialité régresse. Ce qui, selon eux, doit amener des travaux scientifiques sur l'effet de telle ou telle pression psychologique dans la prise de décision d'un acteur dont dépend le bon fonctionnement d'une activité professionnelle. Celui dans le football permettrait alors d'éclairer ensuite l'effet de cette nature dans bien d'autres secteurs d'activité, que ce soit au Brésil ou ailleurs. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Absolument passionnant. Cette pièce qu'on versera au dossier ô combien animé sur la VAR. Tiens, on transmettra à nos camarades de RMC et de l'Afterfoot qui s'écharpent régulièrement sur le sujet. Voilà, on transmettra. Et bien voilà, c'est presque la fin de cette librairie de l'écho, sauf qu'il reste à vous présenter nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Un livre qui porte sur, alors j'ai envie de dire la transition écologique, mais c'est pas vraiment ça, parce que le livre de Patrick Vivray et sa co-autrice nous dit, quand on parle de transition écologique, on nous dit toujours, ça va pas, le aquabonisme, ou alors c'est l'effondrisme, on va tous mourir et tout. Non, il nous dit, c'est un philosophe, donc il nous dit, il faut prendre ça. C'est quoi le titre du livre, Christian ? Comme une métamorphose. C'est la métamorphose, je crois. La métamorphose. Ça s'appelle, il me semble, que le titre. La traversée. La traversée, voilà. Et en fait,
Pourquoi je pense à métamorphose? Parce que Patrick Vivray et sa co-autrice nous disent, en fait, il faut penser la transition écologique comme une métamorphose de la chenille au papillon. C'est très dur de passer papillon quand on est chenille, mais tout le livre va nous détailler comment on peut y arriver et comment on peut y arriver en suivant leur rêve. Donc le rêve, c'est la résistance, c'est l'expérimentation, c'est la vision, et puis le dernier E, celui de l'évaluation démocratique. Donc c'est un livre plutôt positif qui positive notre imaginaire vis-à-vis de la transition écologique. Ça va vous plaire, ça, Jean-Marc Daniel? Oui, il me va falloir beaucoup la chenille qui se transforme en papillon. Voilà, c'est tout à fait pour vous. Il est gentil en ce début d'année avec vous. Vous avez choisi quoi, Jean-Marc Daniel? Alors, le dernier numéro de la revue de la documentation française, Les Cahiers français, qui est consacré au logement. Alors, c'est un problème dont on parle beaucoup. On annonce que ça va être la grande crise des années qui viennent. Là, il y a un dossier qui est assez factuel, et ils l'ont bien appelé le logement et pas l'immobilier. Il montre bien que le véritable enjeu, c'est pas la promotion immobilière en tant que telle, c'est notre vie quotidienne. Donc, ils regardent les problèmes des DPE, ils regardent les problèmes de la constitution des mégalopoles dans lesquels nous vivons, etc. Et donc, c'est un dossier qui est très informatique, assez complet, et que je recommande. Allez, moi je termine avec la 7e édition. C'est un bouquin annuel qui sort 40 innovations retail. Ce sont nos amis d'Aristide, pilotés par Rodolphe Bonas, qui publient ça tous les ans. Tous les ans, 40 innovations retail. Ils parcourent le monde pour nous faire part des expériences les plus délirantes en matière de commerce. Et vous verrez que cette édition 2024 ne manque pas d'idées originales. Je vous en cite une, moi par exemple, qui m'a bien plu. Ça s'appelle Finavia Relove. C'est le premier duty-free de la seconde main. Voilà, vous pouvez maintenant trouver des duty-free de seconde main. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.